Il existe des régions de la planète qui restent encore cachées aujourd'hui. Des lieux où la jungle ne fait pas que recouvrir le sol, mais protège aussi des secrets que presque personne n'imagine. Dans ces recoins reculés survivent des communautés qui ne construisent pas au-dessus de la nature, mais en son sein. Aujourd'hui, vous allez entrevoir le fonctionnement de ces architectures vivantes et comprendre pourquoi certaines familles confient leur sécurité à un tronc qui est encore en train de grandir. Vous verrez des habitations qui ne restent jamais vraiment immobiles. Un craquement, une vibration, un silence soudain, capable de bouleverser entièrement la vie de celles et ceux qui vivent en hauteur. Avant de continuer, abonnez-vous à Chronamonde pour poursuivre l'exploration de cultures qui défient tout ce que nous pensions comprendre. Et restez avec nous jusqu'au bout, car vous découvrirez la communauté qui conserve l'exemple le plus étonnant d'habitat vivant. Une façon de vivre capable de remettre en question ce que nous appelons maison et de nous faire douter de ce que nous comprenons vraiment du monde sur lequel nous marchons. Mais pour comprendre l'ampleur de ce que vous allez découvrir, pensez à quelque chose de simple. Dans la majeure partie du monde, une maison signifie stabilité. Dans ces jungles, pourtant, cette idée peut être fatale. Ici, l'environnement se transforme avant même que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Survivre exige de savoir lire des signes que presque personne ne remarque. La vibration qui traverse un tronc, le son sec qui annonce la fatigue du bois ou le craquement qui révèle un changement d'humidité. C'est pourquoi ces communautés vivent dans des abris qui respirent, se déforment et ne sont jamais achevés. Des habitations qui ne garantissent rien, mais cachent un secret que très peu ont compris. La hauteur protège plus qu'elle ne met en danger. Pour comprendre ce quelque chose, nous devons voyager jusqu'au peuple qui a poussé cette relation à son extrême. Un peuple qui érige ses maisons sur des troncs vivants en pleine expansion, transformant la jungle en un échiquier vertical où chaque mouvement peut tout changer. C'est là que commence notre voyage. 1. Korowai, architecte d'un monde suspendu. Dans le sud-est de la Papouasie indonésienne, où le brouillard tombe chaque matin comme un épais rideau et où les marécages engloutissent toute trace humaine sans prévenir, s'étend un territoire où la forêt semble infinie. Observez bien ce lieu, un labyrinthe vivant, humide et palpitant, où l'air pèse lourd et où le sol, lorsqu'il apparaît, semble respirer sous les pas. Pour la majeure partie du monde, ce paysage serait inimaginable. Pour les Korowai, c'est tout simplement la maison. Ici, la terre n'est pas une alliée. La boue trompe, les racines pourries cèdent sans avertir. Les insectes se dissimulent dans des ombres changeantes et l'écho d'animaux invisibles résonne comme un avertissement permanent. La jungle n'offre pas d'endroit réellement sûr, seulement de brèves trêves. Mais il y a des générations, les habitants de cette région ont découvert que la solution n'était pas de lutter contre la forêt, mais de s'élever au-dessus d'elle. Ce qu'ils ont créé dépasse l'architecture, c'est un mode de vie, un pacte silencieux. Pendant des décennies, voyageurs et documentaristes ont interprété leurs habitations comme une curiosité extrême. Mais rien dans cette culture n'est arbitraire. Chaque corde, chaque planche, chaque tronc vivant répond à une fonction précise. Ils ne construisent ni sur du bois mort, ni sur des piliers rigides. Ils choisissent des arbres jeunes, robustes, encore en croissance, des troncs voués à se transformer, tout comme les maisons qu'ils soutiennent. Les anthropologues ayant vécu parmi eux dans les années 1970, 1980 et 1990 décrivent ce processus avec admiration. Le choix de l'arbre-mère est presque un rituel. La famille en examine la base, l'inclinaison, la texture de l'écorce, la profondeur des racines et la manière dont l'arbre se balance lorsque le vent souffle de diverses directions. Les habitants perçoivent des détails que nous ne remarquons presque jamais.
La variation de température de l'écorce après une nuit humide, le léger bruit de la sève montant, la vibration subtile qui indique si l'arbre continuera à pousser droit ou non. Il ne recherche pas la stabilité absolue, il recherche la vie. Un arbre qui respire, qui plie sans se rompre, qui peut supporter du poids sans perdre sa souplesse. Puis viennent les racines actives, les troncs secondaires, les branches latérales faisant office d'échafaudage naturel. La maison est liée par des fibres végétales tendues à la main, qui s'ajustent au fil du temps comme un organisme vivant. Mois après mois, le tronc principal se dilate, les plateformes s'élèvent, certaines planches se tendent, d'autres se relâchent. Pour un observateur extérieur, tout cela pourrait sembler incompréhensible. Pour cette communauté, c'est simplement le comportement naturel d'un foyer vivant. Pouvez-vous imaginer une maison perchée à 10, 20 ou même 30 mètres de hauteur? Cette élévation n'a rien d'un caprice. C'est une question de survie. Là-haut, l'air est plus pur, les moustiques moins nombreux, les animaux ne grimpent pas et les inondations ne peuvent atteindre les plateformes. Mais la raison fondamentale est autre. Depuis les hauteurs, ils peuvent lire la forêt avant que la forêt ne les lise. La perspective change complètement. Une branche qui bouge, un craquement du bois, une ombre traversant la canopée, chacun de ces signes peut être décisif. Ils perçoivent chaque détail. Ils l'apprennent dès leur plus jeune âge. Des enfants de 6 à 7 ans grimpent comme si leur corps et l'arbre ne formaient qu'un seul être. Leurs pieds trouvent l'aspérité exacte. Leurs mains sentent l'endroit où l'écorce s'assouplit. Leur corps s'équilibre avec le vent comme s'il faisait partie du tronc. Là où un visiteur ressentirait un vertige paralysant, eux éprouvent du calme. En haut se trouve la sécurité, en bas, l'imprévisible. Pour ce peuple, la maison n'est pas seulement un abri. C'est mémoire, identité, territoire. Le lieu où la forêt et la vie humaine se rencontrent sans se dominer. Et vous, dormiriez-vous sereinement en sachant que votre vie dépend d'un arbre pouvant changer à tout moment? Les habitants des hauteurs ne se contentent pas d'accepter cet équilibre. Ils le célèbrent. Leur maison est une compagne, un géant silencieux qui grandit avec eux, vieillit avec eux, se penche lorsque vient la tempête et se redresse lorsque le vent tombe. Ce lien entre l'humain et l'arbre est un chef-d'œuvre d'adaptation. Il nous pousse à reconsidérer ce que signifie construire, ce que signifie vivre. Et si cette manière d'habiter vous a déjà étonné, sachez une chose, ce n'est pas la plus extraordinaire. Dans un autre coin du monde, vit un peuple dont l'habitat ne se contente pas de s'élever, il se déplace. Il n'apparaît que là où la forêt le permet et disparaît lorsqu'elle reprend son espace. Pour comprendre cette façon de vivre qui évolue au rythme du paysage, nous devons maintenant voyager au cœur du Congo, dans l'univers nomade et profondément sensoriel des Bayaka. 2. Bayaka, nomades qui dorment sur des arbres vivants. Dans ce territoire où les sons se multiplient et où l'obscurité tombe d'un seul coup, vit un peuple dont la relation avec la forêt est si intime que leur foyer change de place aussi souvent que la jungle elle-même. Ici, il n'y a ni village permanent, ni mur destiné à durer des décennies. Leur vie doit être légère, adaptable, capable de se déplacer aussi vite que l'environnement se transforme. Pour cette communauté, construire une habitation permanente serait un geste contre nature. La forêt avance, recule, se transforme, et eux se transforment avec elle. Au lieu de maisons rigides, ils érigent des plateformes élevées, reposant sur des arbres jeunes, encore souples, capables de supporter du poids sans se briser. Ces structures ne sont pas des habitations ordinaires, ce sont des refuges transitoires qui n'existent que tant que l'environnement en a besoin. Ce qui fascine le plus,
c'est la relation qu'ils entretiennent avec ces plateformes. Ils ne restent jamais trop longtemps dans le même arbre. Si le tronc pousse de manière asymétrique, si le vent change de direction ou si le gibier migre vers une autre zone, ils quittent le refuge sans hésitation. Ils ne cherchent pas la permanence. Pour eux, la maison est tout lieu où la forêt respire en équilibre. La maison est l'arbre qui aujourd'hui offre du repos, même si demain il cessera de le faire. Depuis des générations, ils perçoivent des nuances que nous prendrions pour de simples bruits de forêt. Le son creux d'une racine qui signale la fatigue, le craquement sourd révélant un tronc fraîchement hydraté, la vibration douce qui indique si une branche supportera une nuit de pluie. Ce qui nous semble aléatoire est, pour eux, un langage précis. Dormir sur des troncs vivants qui bougent avec le vent et se tendent avec l'humidité crée une expérience sensorielle unique. Parfois, au milieu de la nuit, une branche s'étire avec un léger claquement et toute la plateforme vibre comme si l'arbre respirait sous les corps endormis. Mais loin d'en avoir peur, ils interprètent cette vibration comme un rappel. Ils ne dorment pas sur quelque chose d'inerte, mais sur un être vivant qui poursuit son cycle. Leur lien avec l'environnement va bien au-delà du pratique. Dans leur vision du monde, chaque tronc porte un esprit protecteur. Ce n'est pas de la superstition, c'est du respect envers ce qui leur offre nourriture, abri et équilibre. C'est pourquoi ils ne blessent jamais l'arbre, ils l'accompagnent. Les cordes végétales ne compriment pas l'écorce. Les branches utilisées comme support ne sont pas arrachées brutalement et les plateformes sont ajustées de manière à laisser l'arbre poursuivre sa croissance. Ces refuges suspendus remplissent également une fonction essentielle, observer. De là-haut, ils peuvent lire des mouvements qui échapperaient totalement à un étranger. La direction de fuite des animaux effrayés, le silence soudain qui annonce un prédateur ou la modification de l'humidité de l'air qui précède une tempête avant même que les nuages ne soient visibles. Chaque nuit passée sur ces plateformes est un acte de confiance et un apprentissage constant. Pour eux, maintenir l'équilibre fait partie de la vie. Pour nous, ce serait un défi permanent. Et c'est ici que surgit la question inévitable. Seriez-vous capable d'accepter que votre maison ne soit pas un lieu, mais un moment? Cette manière d'habiter la forêt montre que la stabilité ne dépend pas d'un objet, mais de la relation que nous entretenons avec notre environnement. Mais leur façon de se déplacer dans la forêt n'est pas la seule à défier notre idée de foyer. Et si vous pensez avoir déjà vu ce qu'il y a de plus étonnant, vous êtes sur le point de découvrir que la jungle abrite un niveau encore plus profond de vie suspendue. À des centaines de kilomètres, dans d'autres régions d'Afrique centrale, vit un peuple qui ne se contente pas d'observer depuis les hauteurs. Il se déplace à l'intérieur même de la forêt, entre les branches, les lianes, et les troncs, comme si l'environnement était un territoire tridimensionnel façonné pour lui. Pour poursuivre l'exploration de cet univers suspendu, nous devons maintenant entrer dans le monde de ceux qui maîtrisent la vie en hauteur. Toi, gardien de la forêt qui vivent parmi les branches. Accéder à cette région est déjà une épreuve. Le bassin central du Congo, l'un des poumons verts les plus denses de la planète, est un espace où la jungle se referme, où la lumière atteint à peine le sol et où les racines forment des obstacles imprévisibles. Chaque pas exige une attention totale. Et pourtant, dans cet environnement qui semble décidé à tenir les étrangers à distance, vit un peuple capable de se déplacer entre les branches, les lianes et les troncs avec une aisance déroutante. Pour eux, la forêt n'est pas un obstacle, c'est un territoire tridimensionnel, fait pour être parcouru en hauteur. Ils n'érigent ni maisons ni plateformes élevées. Leur relation avec les arbres est différente. Ils vivent directement parmi les branches, se déplaçant avec une légèreté qui paraîtrait impossible à d'autres. Pour cette communauté,
Les hauteurs ne sont pas une ressource ponctuelle. Elles font partie du quotidien. Ils grimpent pour s'orienter, chercher de la nourriture, surveiller les trajets des animaux ou traverser des zones où le sol peut se transformer en piège. Cette capacité ne naît pas seulement du besoin, mais d'une tradition qui commence dès l'enfance. Leur jeu ne se déroule pas dans des clairières ouvertes, mais sur des troncs inclinés, entre des lianes suspendues et des branches qui craquent doucement sous leurs pas. Leurs corps grandissent adaptés à ce niveau intermédiaire de la forêt, où la lumière se faufile entre les feuilles, comme un murmure, et où chaque geste demande une précision absolue. Vivre dans cet espace vertical offre des avantages que beaucoup ne percevraient jamais. De là-haut, ils repèrent les prédateurs avant qu'ils ne s'approchent trop. Ils observent le comportement des animaux avec une clarté impossible depuis le sol, identifient des traces sous des angles invisibles et choisissent des itinéraires sûrs sans ouvrir de nouveaux sentiers. Là-haut, la forêt révèle des indices qui échapperaient aux autres. La variation presque imperceptible dans le chant d'un oiseau, la vibration d'une branche qui trahit un mouvement, la direction du vent entre les feuilles, qui annonce qui ou quoi s'approche. Leur manière de chasser reflète cette capacité extraordinaire. Certains chasseurs restent immobiles de longs moments sur une branche élevée, attendant l'instant exact pour agir. Vue d'en haut, la forêt dévoile des schémas cachés. Les pistes que suivent les animaux, les endroits où ils s'arrêtent, les pauses dans leur respiration, c'est un savoir qui ne s'acquiert pas au sol. Il n'existe que lorsque l'on vit en suspension. Mais cette vie parmi les branches laisse aussi une question ouverte, et je souhaite vous la poser à vous, qui êtes arrivés jusqu'ici dans cette exploration et en faites désormais partie autant que nous. Pourriez-vous vous sentir en sécurité dans un espace qui n'existe que tant que votre corps le soutient? Votre regard compte lui aussi dans ce voyage. Nous voulons connaître votre réflexion. Si ce chemin vous révèle un monde que vous n'imaginiez pas, abonnez-vous à Chronamonde pour continuer à découvrir des cultures qui défient tout ce que nous pensions possible. Restez attentifs, car ce que vous avez vu jusqu'à présent n'est que la surface. Ce qui vient ensuite appartient à un territoire encore plus étrange. Dans un autre coin du monde, les arbres cessent d'être de simples routes ou refuges, pour devenir des tours vivantes depuis lesquelles on surveille l'horizon, on interprète les signaux et l'on protège toute une communauté. Pour le comprendre, nous devons maintenant nous élever vers les montagnes de la Nouvelle-Guinée centrale. 4. Les clans de Nouvelle-Guinée centrale, tours vivantes pour surveiller l'horizon. Ici, le paysage change totalement. Les plaines laissent place à des vallées abruptes. Les nuages s'accrochent au sommet et la brume dissimule des villages qui semblent suspendus entre la terre et le ciel. À ces altitudes vit un ensemble de clans qui a trouvé dans les arbres non pas un chemin ni un refuge, mais un poste d'observation. Alors que d'autres cultures utilisent les racines comme appui ou les branches comme passage, ces clans voient dans les troncs la possibilité d'élever leur regard au-dessus de leur monde. Dans une région marquée par les tensions intertribales, les disputes territoriales et les conflits transmis de génération en génération, la capacité de voir avant d'être vu peut signifier la différence entre la vie et la mort. C'est pourquoi les arbres deviennent ici de véritables tours naturelles. Le choix du tronc n'a rien d'impulsif. Il recherche des arbres hauts, droits, capables de supporter une petite plateforme installée entre leurs branches supérieures. Ce point élevé permet d'observer les mouvements des communautés voisines, de détecter des signaux de fumée au loin ou d'anticiper des incursions inattendues. De là-haut, le paysage devient une carte vivante. Chaque colline, chaque sentier dissimulé dans la brume
Et même la plus légère variation du chant des oiseaux transmet une information. Gravir ces tours exige une habileté transmise de père en fils. Il ne s'agit pas seulement de grimper, c'est un acte chargé de responsabilité. Celui qui monte devient les yeux de toute la communauté. Sa tâche consiste à interpréter l'environnement, distinguer si un groupe avançant dans la vallée vient en paix ou avec des intentions hostiles, reconnaître si une fumée lointaine provient d'un brûlis agricole ou d'un signal d'attaque, identifier un son pouvant annoncer un danger proche. Depuis ces hauteurs, le monde prend une autre dimension. Le vent souffle plus fort, les troncs grincent d'un ton particulier et la lumière change avec une rapidité déroutante. Parfois, une vibration presque imperceptible traverse la plateforme. D'autres fois, un silence soudain remplace le murmure habituel de la forêt. Ce sont des signaux que le guetteur doit décoder sans la moindre erreur. Il sait que toute faute peut coûter cher. Il sait aussi que dans un territoire où les alliances peuvent se défaire aussi vite qu'on allume une torche, chaque minute de vigilance est vitale. Ces tours vivantes ne remplissent pas uniquement une fonction défensive. Elles jouent aussi un rôle social et rituel. Lors de certaines cérémonies, certains clans montent pour observer le ciel depuis un point où rien n'obstrue la vue, pour suivre le déplacement des oiseaux migrateurs ou pour lire les signes météorologiques visibles seulement d'en haut. Pour eux, regarder l'horizon depuis un arbre n'est pas une tâche pratique. C'est une façon de comprendre le monde et de maintenir vivante leur mémoire collective. Seriez-vous capable de confier votre destin à un tronc qui oscille avec le vent, en sachant que là-haut, chaque mouvement décide de l'avenir d'une communauté entière? Et vous, qu'en pensez-vous? Les clans de ces montagnes ont transformé les arbres en gardiens silencieux. Mais ce qui vient maintenant porte cette idée à un niveau que peu pourraient imaginer. Nous sommes arrivés au seuil final de cette exploration. Le dernier secret promis au début. Dans une autre région de l'Asie du Sud-Est, vit un peuple qui n'utilise pas seulement les troncs vivants comme appui ou comme belvédère, mais construit dessus des structures complètes, greniers, plateformes, fours suspendus et abris qui grandissent avec l'arbre qui les soutient. Pour le comprendre, il faut désormais pénétrer l'une des forêts les plus anciennes de la planète, où la jungle et l'architecture s'entrelacent de manière à défier même nos idées les plus ancrées. 5. Les tribus de Bornéo, une architecture qui grandit avec la forêt. Notre dernière étape nous conduit au cœur de l'une des jungles les plus anciennes et les plus denses de la planète. Imaginez pénétrer dans un lieu où l'air n'est jamais immobile, où flotte en permanence une odeur d'humidité ancienne, d'écorces fraîchement ouvertes, de champignons qui apparaissent et disparaissent en une seule journée. Tout autour de vous, les racines surgissent du sol comme des veines à vif. Les troncs couverts de mousse changent de couleur à chaque rayon de lumière. Et les sons, gouttes, craquements, vibrations, circulent entre les arbres comme si la forêt elle-même conversait avec elle-même. Dans ce décor qui nous semblerait chaotique, les tribus locales perçoivent des motifs. Elles distinguent des détails que nos yeux ne remarqueraient jamais. La façon exacte dont un tronc se courbe après la pluie. La tension d'une racine qui annonce qu'elle continuera à pousser d'un côté. Le son presque imperceptible, un clic sourd, qui révèle que le bois est encore vivant. Dans cet univers, l'habitat ne s'impose pas au milieu. Il grandit avec lui. Contrairement à ceux qui construisent des plateformes temporaires ou des tours de guet, les peuples de Bornéo ont poussé cette idée à son maximum. Ils ne coupent pas les arbres pour bâtir. Ils choisissent des troncs vivants en pleine croissance pour soutenir des greniers, des espaces de stockage et même de petits fours. Et ce qui surprend le plus,
c'est qu'il ne recherche ni le tronc le plus droit, ni le plus imposant. Il cherche celui qui fait encore monter la sève, celui qui vibre selon un rythme que leur expérience reconnaît comme stable. Lorsqu'un membre de ces tribus regarde un arbre, il lit des signes que nous ne comprendrions pas, même après des heures d'observation. Il voit la direction dans laquelle poussera la prochaine branche. Il perçoit la température de l'écorce, qui varie selon l'état de santé de l'arbre. Il sent la tension de la fibre végétale simplement en posant la main. Il écoute, littéralement, la manière dont le tronc respire après la pluie. Il reconnaît le moment où une racine est sur le point de soulever la terre d'un demi-centimètre. Il interprète le silence comme le signe d'un orage imminent. Grâce à cette lecture invisible, il sélectionne l'arbre adéquat. Le plus fascinant reste le processus de construction. Rien n'est brutal, rien ne vient interrompre la vie de l'arbre. Ils commencent par aligner la plateforme sur le mouvement naturel du tronc. S'ils savent que l'arbre s'incline légèrement vers le nord lorsque le vent souffle avec force, alors le grenier est orienté vers le sud pour équilibrer la poussée. S'ils remarquent qu'une racine principale se développe plus vite que les autres, ils placent le four précisément dans cette zone afin de profiter de sa stabilité. Chaque corde, chaque branche, chaque support végétal est ajusté au millimètre pour que l'habitation puisse respirer avec l'arbre. En réalité, si vous vous approchiez en silence d'une maison de Bornéo, vous entendriez un léger son, la vibration du tronc qui se déplace avec la structure, un battement de bois qui se ressent plus qu'il ne se voit. Cette architecture flexible est si résistante qu'elle supporte des tempêtes tropicales capables de déraciner des arbres entiers. Une maison rigide se briserait dès la première rafale. Mais ces structures se meuvent avec le vent, comme le tronc qui les porte. Elles se courbent, tremblent, s'inclinent, puis reviennent en place. Elles ne luttent pas contre la jungle. Elles se synchronisent avec elle. Les fours suspendus utilisés pour sécher et fumer les aliments comptent parmi les éléments les plus étonnants. Pour qui ne connaît pas ces lieux, voir un four en argile reposant sur des racines vivantes semble être une erreur de calcul. Mais à Bornéo, on comprend quelque chose qui nous échappe souvent. Si le tronc est vivant, il régule l'humidité autour du four, maintenant un microclimat constant qui empêche la nourriture de se gâter. Tout est lié. Si une branche pousse dans une direction inattendue, ils ne détruisent pas la structure. Ils modifient les attaches, déplacent la plateforme ou redistribuent la charge. Les maisons changent de forme comme un muscle qui se contracte, comme une respiration qui s'allonge ou se raccourcit. Ce sont des structures vivantes au sens le plus littéral du terme. Depuis le sommet de ces plateformes, la vue semble infinie, un océan de cimes vertes, où l'humidité forme une brume permanente. Ce que la plupart ignorent, c'est que les familles de Bornéo lisent cette brume comme un livre ouvert. La densité de la brume leur indique si le niveau de la rivière monte. La couleur de la lumière leur annonce si la pluie arrivera dans les minutes qui suivent. Le silence des oiseaux les avertit de l'approche d'un prédateur. C'est une vie où tout a un sens, même ce que nous ne voyons pas. Et maintenant, je vous pose la question. Feriez-vous confiance à une maison qui peut changer à tout instant ? Les tribus de Bornéo représentent l'aboutissement de ce voyage. Avec elles, l'architecture vivante atteint sa forme la plus accomplie. Des greniers, des plateformes et des fours suspendus qui n'existent que tant que l'arbre qui les porte poursuit son cycle. Et ce simple détail, quelque chose de si facile à ignorer, change tout. Un foyer qui peut disparaître lorsque l'arbre décide de suivre une autre voie. Il ne reste plus qu'une dernière pièce pour clore ce chapitre, la conclusion finale qui donnera sens à tout ce que nous avons découvert. Nous avons vu des foyers qui grandissent, des abris qui se plient au vent sans se briser, des plateformes qui disparaissent lorsque la forêt en décide ainsi, et des tours qui vibrent à chaque rafale.
Mais dans chacune de ces structures, il y a plus que du bois et des fibres végétales. Il y a un pacte silencieux entre l'être humain et un organisme vivant qui ne s'arrête jamais. En Papouasie, une maison peut s'élever sans que personne ne la touche. Au Congo, un refuge se déplace au rythme de la jungle. Dans les forêts d'Asie du Sud-Est, un four suspendu résiste aux tempêtes grâce à la flexibilité d'un tronc qui continue de croître. C'est là que tout prend sens. Ces architectures ne sont pas simplement construites. Elles sont négociées. Ce sont des alliances qui permettent d'exister sans détruire ce qui soutient la vie. Alors que dans notre monde, chaque bâtiment tente de défier le temps, recouvert d'acier, de capteurs et de technologies conçues pour freiner le changement, ces foyers choisissent de se transformer avec lui. Ils ne s'opposent pas à leur environnement, ils s'y adaptent. Et dans ce choix apparaît une vérité inconfortable pour nous. Nous construisons pour dominer. Eux construisent en sachant que la nature aura toujours le dernier mot. Nous mesurons la stabilité en chiffres, en plans et en promesses de permanence, tandis qu'eux font confiance à un arbre qui respire, se penche et continue de grandir. Nous cherchons à contrôler le changement. Eux l'intègrent dès le premier jour. Peut-être est-ce là la leçon la plus profonde. Un foyer n'est pas l'endroit qui reste identique, mais celui qui apprend à rester vivant lorsque tout se transforme. Un rappel silencieux que, même entourés de technologies, nous ne comprenons pas encore pleinement ce que signifie vivre en équilibre avec ce qui nous soutient. La véritable architecture n'est peut-être pas celle qui résiste à tout prix, mais celle qui sait changer sans se briser. Ces cultures nous rappellent quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas au-dessus du monde que nous habitons. Nous en faisons partie. Comme les racines qui soutiennent une plateforme ou la branche qui craque sous la pluie. Et à ce stade, une seule question reste en suspens. Savons-nous encore vivre en harmonie avec ce qui nous donne la vie? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci. Nous avons traversé ensemble des jungles indomptables, des montagnes noyées de brume et des territoires où un arbre peut devenir une maison, un refuge ou un gardien silencieux. Ce documentaire n'a pas été qu'un voyage. Il a été un rappel. Le monde abrite encore des formes de vie capables de défier tout ce que nous pensions comprendre. Dis-nous maintenant, quelle communauté vous a le plus surpris? Y a-t-il eu un geste, une manière d'habiter la nature, qui vous a fait repenser ce que signifie avoir un foyer? Nous aimerions connaître votre point de vue. Si vous avez le sentiment que cette histoire ne devrait pas s'arrêter ici, partage-la avec quelqu'un de proche. Peut-être découvrira-t-il, comme vous, que la planète garde encore des secrets, mais seulement pour ceux qui choisissent de regarder vraiment. Et si vous voulez continuer à explorer des cultures lointaines et des territoires que peu osent approcher, abonne-toi à Chronamonde pour nous accompagner lors des prochaines expéditions. Faites-nous savoir que vous êtes restés avec nous jusqu'à la fin en laissant dans les commentaires le mot-clé de cette vidéo, vivant. Ainsi, nous saurons que vous faites partie de ceux qui croient encore que le monde mérite d'être découvert et compris. Et n'oublie pas, la planète continue de parler. Il nous reste à apprendre à l'écouter. On se retrouve à la prochaine destination.